Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Une vidéo importante, puisque je l'estime importante, puisque il s'agit d'une vidéo de théorie politique, d'explication de théorie politique, puisque malheureusement, on explique un peu trop mal à gauche le marxisme, ce qui donne un peu trop de poids à la décadence idéologique que constitue l'anarchisme, puisque l'anarchisme est une idéologie qui est au service du capitalisme, au service du libéralisme, dans ses conséquences pratiques. Et moi, je dois expliquer en quoi nous, marxistes, nous ne sommes pas des anarchistes, en quoi nous nous opposons aux anarchistes qui sont des agents du libéralisme, donc du capitalisme. Pourquoi je dis ça On a le problème de l'infection libertaire à gauche, au sein, et plus encore à l'extrême gauche, de la gauche révolutionnaire, comme on dit. Puisque lorsqu'on parle de communisme, on parle généralement de l'idée d'une société sans propriété, sous-entendu évidemment sans propriété privée des moyens de production, sans propriété, une société sans propriété, une société sans classe, mais aussi sans monnaie, sans État, sans nation et sans frontières. Il y a des choses sur lesquelles on peut qu'approuver. Une société sans propriété privée des moyens de production, une société sans classe, une société égalitaire, plus juste humainement, c'est l'aspiration même du prolétariat. Une société où personne n'est dominé par son patron, évidemment, ça c'est l'idée générale, matrice et motrice du communisme. C'est ce qui nous permet d'avancer. Là où le bas blesse, c'est l'aspect utopique du reste, à savoir une société sans État, sans nation, sans frontières et sans monnaie. Et donc se pose la question du passage du socialisme au communisme. Se pose la question d'expliquer en quoi nous sommes les tenants d'un socialisme scientifique et non d'un socialisme utopique. En quoi nous sommes rationnels. En quoi nous ne sommes pas des révolutionnaires de salon. En quoi notre vision des choses ne se base pas sur de l'irrationnel mais du rationnel. Vous l'avez deviné, nous devons expliquer en quoi nous ne sommes pas des anarchistes. Déjà, nous marxistes considérons la nécessité pratique d'un État ouvrier pour dégager la bourgeoisie du pouvoir, dégager la bourgeoisie de sa mainmise sur ses richesses et sur le pouvoir politique et économique. L'État ouvrier. C'est ce que nous appelons le socialisme. Par ce processus, nous liquidons les classes sociales. Par ce processus, nous établissons la collectivisation des moyens de production pour mettre fin à la propriété privée lucrative des moyens de production. L'idée de collectivisation qui est centrale pour nous, communistes. Vient la question de l'État, de la nation et des frontières. Parlons de l'État. L'État, j'ai fait une vidéo là-dessus, entière, expliquant en quoi nous, marxistes, nous ne supprimons pas les fonctions de l'État, les fonctions d'organisation et d'institution de l'État, mais nous pensons à la possibilité de se passer des fonctions répressives de l'État, que sont la police,
l'armée et les frontières. C'est une éventualité théorique qui implique un développement historique. On ne peut pas se débarrasser de l'armée tant que d'autres pays sont sous la coupe du capitalisme. Autrement, notre beau projet de société est aisément renversé. On ne peut pas se passer de frontières tant que tous les pays ne sont pas passés au socialisme, puisqu'il y a toujours la possibilité de couler l'économie socialiste. S'il y a des flux de capitaux, avec une fuite des capitaux, avec une suite des richesses, avec la possibilité d'introduire n'importe quelle marchandise sur notre territoire, y compris de la drogue, pour couler un pays socialiste, y compris la spéculation financière, ce genre de choses. Nous ne pouvons pas être sans frontiéristes. On ne peut pas laisser les marchés s'étendre. Les frontières, en revanche, une fois que dans les nations, l'État-nation en fait, les nations sur le plan culturel, c'est autre chose. Eh bien, les nations, les États-nations, peuvent disparaître une fois que le socialisme a lieu dans tous les pays. Une fois que tous les pays sont prêts à cette fin des frontières. On ne peut pas aller contre l'intérêt des peuples et des nations. Il s'agit d'un dépassement historique des nations, et non d'une abolition immédiate des frontières et des nations. Donc, comme il ne s'agit pas d'une abolition immédiate de l'État, mais d'un dépérissement de ses fonctions répressives pour passer du gouvernement des hommes, comme disait Marx, à l'administration des choses. Point théorique. Pour ce qui est, par exemple, sur la question policière, dans la question de l'État, c'est une question autrement complexe, qui pose la question de l'éducation et des conditions économiques et sociales. Et ça nécessite du temps. Une société dans laquelle l'éducation est suffisante et l'économie suffisamment, et la répartition des richesses suffisante pour que les origines sociales du crime et l'origine ou éducative de celui-ci, psychologique de celui-ci, disparaissent. Bien sûr, il y a toujours des individus qui pourront être malades, qu'il se faudra traiter avec des services publics, des soins, ce genre de choses. Et pour ce qui est de l'État et de la nation, Lénine en parlait, de la masse des citoyens, parlait de la masse des citoyens armés qui seraient de plus en plus capables de s'occuper d'elles-mêmes par un niveau d'éducation élevé des masses. Ça, c'est un processus historique que nous proposons. La question de l'État, de la nation, des frontières, ce n'est pas la définition. J'ai exposé le fait que l'État, tel que l'on le définit, nous marxistes, est une définition spécifique. Consiste en une définition spécifique, ce qui fait que nous ne sommes en rien des anarchistes. Nous n'en serons jamais. Jamais les communistes, les marxistes, ne seront des anarchistes, puisque leur définition même de ce qu'est l'État change, est complètement différente. Que nous pensons passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Les nations et les frontières, en revanche, nous assistons à un dépassement historique de celles-ci. Ça, ce sont les points problématiques traités. Nous avons traité des points positifs que sont la fin de la propriété privée et la fin des classes par la collectivisation, la démocratisation de l'État, puisque nous, marxistes, nous ne sommes pas la caricature de stalinien avec le parti unique, ce genre de choses. On pourrait envisager cela quand on est des communistes sérieux,
nous souhaitons un État démocratisé, pleinement démocratisé, et la collectivisation des moyens de production, l'extension de la démocratie dans le champ du travail, c'est ce que nous souhaitons. Hein. Donc, disparition des classes, fin de la propriété privée lucrative, dépassement historique de l'État-nation, ce qui est un processus complexe, pas pour nous passer d'un État au sens où nous l'entendons aujourd'hui avec ses services publics, ses institutions, mais de l'appareil répressif qui pourrait devenir obsolète. Ce que j'ai déjà un peu évoqué dans ma fameuse vidéo sur le marxisme et l'État, hein, l'espacement historique de l'État-nation, mais vient un problème un peu plus complexe, qui est d'ordre économique, qui est celui de la fin de la monnaie, de la prise au tas. Alors là, certains vont pouvoir hurler en fait que nous sommes des utopistes. Parce qu'il y a ces deux points-là sur lesquels nous pouvons être qualifiés d'utopistes. La fin de l'État-nation, de l'État, de la nation, des frontières, de l'État-nation, disparition de l'État-nation. Nous devons prendre compte, j'ai expliqué que c'est un processus historique, et la fin de la monnaie. La fin de la monnaie. Puisqu'il y a la question du rapport entre production et consommation. On ne peut pas gaspiller, disons, la production par une pure consommation. Dirons-nous, quand les ressources sont limitées, quel rapport vous faites entre production et consommation? Est-ce que ça ne découragerait pas les gens de travailler suffisamment par rapport à la consommation que la société socialiste, communiste, enfin, que la société communiste qui est une société sans monnaie? Dirions-nous. Alors déjà, nous, communistes, nous n'envisageons pas de nous passer de la monnaie tout de suite, comme nous n'envisageons pas de nous passer de l'État-nation tout de suite. Nous envisageons, dans un premier temps, d'utiliser la monnaie, de la rendre indépendante de la finance. Donc j'avais expliqué dans une précédente vidéo, pour ce qui est du Frexit, la question du système de double monnaie avec une monnaie nationale et une monnaie internationale. On doit avoir une monnaie nationale basée sur la valeur travail et une monnaie internationale pour les échanges internationaux. Ça, c'est un point. Et le point que je voulais expliquer, c'est que nous voulons une monnaie débarrassée de la spéculation financière qui corresponde à la quantité objective de travail. Quantité objective de travail pour réaliser un bien. Pour qu'il n'y ait pas de vol sur la plus-value. Nous, on est critique de la plus-value. Chez Marx, il y a une critique de la plus-value. Certes, certains nous ajouteront: ah, vous avez repris ça, Proudhon, ce genre de choses. Marx l'a vraiment approfondi à fond. Hein. Eh bien, nous voulons donc une monnaie objective, ce genre de choses. Et à terme, nous passer de monnaie, c'est vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un premier temps, système de double monnaie, se décorréler de la bourse. On envisage éventuellement de passer à un moment donné ensuite à un crédit énergétique, une mesure en fait entre production et consommation qui se base sur des quantités d'énergie dans la question de la planification sur le plan économique après un peu comme si un système de bon de travail, hein, où on est rémunéré en fonction de la production. On envisage d'être rémunéré en fonction de son travail, sous le socialisme, ça c'est pas, avec un système où la monnaie est basée sur la valeur travail. On envisage ensuite de passer à un système de crédit énergétique pour que ce soit encore plus objectif, de compter l'argent en fait selon des mesures d'ordre énergétique, éventuellement voilà, et même éviter l'accumulation par ce moyen, enfin par ce genre de moyens. Il y a eu des réflexions assez intéressantes qui ont pu être faites sur le sujet.
Alors, je sais que là, c'est pas vraiment du marxisme, mais il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement technocratique qui a élaboré l'idée de crédit énergétique, qui est une idée tout à fait intéressante pour ensuite passer à terme au communisme. Cette idée, c'est l'idée que comme c'est pas, comme on peut ces crédits énergétiques pourraient être basés déjà sur une valeur objective qui est celle de l'énergie, et comme on pourra faire en sorte qu'ils soient valables qu'un temps, on pourrait éviter le process d'accumulation, rendre cette monnaie avec une valeur objective et pour éviter les processus d'accumulation. Et sur cette base un peu technocratique, entre guillemets, enfin, je ne parle pas de technocratie, donc, on envisage, on envisage pour passer au communisme le technocommunisme. C'est-à-dire que, en fait, on peut se passer de monnaie que qu'à la seule condition d'un progrès technologique suffisamment élevé. Alors, ce, le passer au communisme, passer à la fin de la monnaie, en l'occurrence, s'envisage selon un certain nombre de conditions technologiques, à savoir la découverte de la fusion nucléaire, qui serait une énergie très abondante, puisqu'on pourrait utiliser l'hydrogène. L'hydrogène qui est l'un des atomes les plus abondants dans l'univers, enfin, les plus simples, les plus basiques, enfin, qui est extrêmement abondant, puisqu'il s'agit dans l'eau, il y a l'eau qui couvre au moins 70% de la planète, contient de l'hydrogène, un atome qui est composé, comme vous le savez, d'un proton, d'un électron, enfin, vraiment l'atome de base, hein, l'hydrogène. Et avec les procédés d'électrolyse, on peut l'isoler. Une fois qu'on a découvert cette énergie à l'hydrogène, qui est un atome extrêmement abondant, hein, extrêmement basique et abondant, on pourrait non seulement produire une énergie qui dépasse de loin la fusion nucléaire, la fission nucléaire, pardon, qui dépasse l'uranium et le thorium, en fait. Oui, il y a une possibilité pour le nucléaire, ça serait, au passage, ça serait pour éviter d'avoir une radioactivité, pour limiter la radioactivité, ça serait d'utiliser du thorium à la place de l'uranium. Ça serait plutôt intéressant, j'ai cru comprendre, de remplacer l'uranium par du thorium pour la fission nucléaire. Mais pour la fusion, une fois qu'on aura découvert la fusion nucléaire, je parle de fusion nucléaire civile, hein, pas de, parce qu'on connaît la fusion nucléaire pour les armes, mais pas pour le civil. Une fois qu'on aura découvert la possibilité de créer des centrales à fusion nucléaire, eh bien, on aurait une énergie très abondante. On n'aurait pas de problème de crise énergétique et aucun déchet radioactif avec l'hydrogène. Aucun déchet radioactif. Donc là, ça signifie une énergie très abondante, l'hydrogène. La fusion nucléaire, ça c'est un point qui nous permettrait de nous passer de monnaie. On aurait une source d'énergie très abondante. Les nanotechnologies, ou tout ce qui pourrait nous aider à manipuler la matière à échelle très fine, en fait, la nanorobotique, pour faire des assemblages industriels à échelle fine. Ça va avec tout ce qui est automatisation et tout ce qui est progrès de l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiser. En fait, la condition, c'est en fait la condition pour passer au communisme à la fin de la monnaie, c'est le progrès technologique croissant, l'automatisation et une énergie abondante, une énergie très abondante et une automatisation de l'économie nous permettrait de nous passer en fait du travail manuel en fait. Vraiment, ça changerait tout sur le plan économique. En fait, les ressources seraient abondantes du point de vue économique parce qu'on aurait les moyens de les produire en abondance. Et donc là, on pourrait, en entrant dans une économie d'abondance, on pourrait se passer de monnaie. Donc ça exigerait ce genre de technologies que sont la fusion nucléaire et tout ce qui est automatisation, donc nanorobotique, intelligence artificielle. Certains parleront d'ordinateurs quantiques aussi, ben, ce genre de choses. Progrès de la robotisation, progrès du nucléaire, en fait, de l'énergie à fusion nucléaire, qui serait une énergie très abondante.
ben, ça nous permettrait le techno-communisme, c'est-à-dire le passage à une économie d'abondance qui nous permettrait de nous passer de monnaie. Là, on rendrait possible la sortie de la monnaie avec le techno-communisme, avec l'automatisation de l'économie. Ça ne signifierait pas une fin du travail au sens propre. Il y a des métiers qu'on envisage assez difficilement, dans lesquels on pourrait difficilement être remplacé par des machines, hein. Je parle d'enseignants, je parle de médecins, d'artistes, de scientifiques. Je pense pas qu'on puisse, de philosophes, hein, les artistes, je pense pas qu'on se passerait au niveau du travail de tout ce qui est enseignant, médecin, artiste, scientifique, philosophe, historien, même ingénieur. Non, on aurait simplement un monde du travail qui, euh, qui changerait complètement, en fait, qui valoriserait le travailleur, qui valoriserait l'humain, au sens propre, et dans lequel nous n'aurions plus de travail aliéné, mais un travail qui serait beaucoup plus épanouissant pour l'homme, dans lequel on pourrait développer ses facultés humaines, dans le domaine des sciences, de la culture, ce genre de choses. Et donc, du coup, nous passerions d'un travail pénible, celui de l'économie manuelle, en fait, des tâches manuelles les plus pénibles, de travailler à l'usine ou au champ. Bon, il y a toujours peut-être des gens qui voudront être en contact avec la nature dans le milieu paysan, mais tout ce qui est de l'ordre de la pénibilité du travail, avec la mécanisation croissante, on peut à terme s'en passer. Et en plus répartir mieux les richesses, et un jour se passer de monnaie grâce au techno-communisme. En fait, grâce au progrès croissant de la technologie, on pourrait se passer de monnaie. Donc, ce sur quoi j'insiste pour le passage du socialisme au communisme, c'est, de un, il est évident que nous voulons une société sans classe, sans propriété lucrative. De deux, de deux sur la question de l'État, de la nation, euh, nous ne sommes pas anti-État et anti-nation. Nous envisageons de nous passer de l'État tel qu'il existe aujourd'hui, en fait, de la nation telle qu'il existe aujourd'hui à long terme, hein. Ça nécessiterait des progrès dans le sens de l'éducation, dans le sens de la répartition des richesses, dans le sens de la technologie, dans le sens de plein de choses, hein. Ça demanderait des siècles, le passage du socialisme au communisme. D'ailleurs, on parle de phase inférieure et de phase supérieure du communisme, pour parler de socialisme et de communisme aussi. Ça nécessiterait de faire en sorte que le socialisme ait lieu dans tous les pays, hein. Se passer de l'État-nation, ça nécessite le passage au socialisme dans chaque pays. Je l'ai expliqué, hein. Ça nécessite de passer non pas dans la destruction non pas la destruction de l'État, mais simplement passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Ça vient de Marx, hein. C'est-à-dire on a toujours des institutions, des lois, on a toujours, des institutions et des lois, on a toujours l'administration des choses, les services publics. En revanche, l'aspect répressif de l'État peut devenir obsolète. C'est une possibilité dans le marxisme. Donc voilà, et la question de la monnaie, ça nécessite un progrès technologique qui nous permet la prise au tas, qui nous permet une économie d'abondance, ce que j'appelle le techno-communisme, c'est-à-dire avec l'aspect croissant du développement technologique, on peut à terme avoir une économie dans laquelle le travail manuel, le travail aliénant, hein, tous les métiers manuels ne sont pas des métiers aliénants, mais la question qui se pose, c'est de l'aspect aliénant du travail. Je ne sais pas si tout le monde trouve son plaisir dans le fait d'être éboueur, de travailler, faire les 3-8 à l'usine, hein, ce genre de choses.
mais ça nourrit les ventres, en l'occurrence. Eh bien, on pourrait se passer de monnaie à condition d'un progrès technologique élevé pour ce qui est du rapport entre production et consommation. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut vraiment expliquer à tout un chacun que contrairement aux anards, nous, marxistes, nous sommes des socialistes scientifiques et non des socialistes utopiques. On envisage le marxisme selon le principe de développement historique, selon un principe de développement historique. Le communisme, ce n'est pas ça arrive tout de suite, maintenant, et puis tout le monde se tient la main gentiment, ce genre de choses. Non, c'est pas il y a des arcs-en-ciel qui pètent dans le ciel, parce que tout le monde est heureux, machin, l'État il est méchant, et c'est la fin du capitalisme. Non, non, c'est un développement historique, le marxisme. Et tant qu'on n'explique pas ça et qu'on se fait véroler par la pègre anarchiste, la pègre idéologique des anards, qui sont vraiment les idiots utiles du capitalisme, eh bien, on ne peut pas faire adhérer les gens au marxisme. Tant qu'on a des marginaux libertaires qui nous font chier, faut le dire clairement, on n'arrivera pas au marxisme. Il faut vraiment que vous expliquiez le processus historique aux gens. Et c'est un processus historique qui est long, qui est complexe, mais le dépassement de l'État-nation, ça ne se fait pas un claquement de doigts. La disparition de la monnaie non plus. Et ça passe par la collectivisation des moyens de production, ça passe par une démocratie forte, ça passe pas par la volonté de détruire toute forme d'institution ou toute forme d'administration ou de service public. Enfin, vraiment, là, on dirait des néolibéraux quand on a des pseudo-marxistes ou des marxistes dogmatiques ou des anards à deux ronds qui se disent communistes ou des SOSDEM complètement véreux, bah c'est problématique pour nous. On passe du gouvernement des hommes à l'administration des choses. On passe du socialisme au communisme. On passe par le techno-communisme. C'est pourtant simplement un développement historique. Et ce n'est pas du socialisme utopique à deux ronds. Voilà. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre soin de vous et de réfléchir à toutes les méthodes, toute la pensée méthodique qu'implique le marxisme, qu'implique le communisme, et d'arrêter de vous dire, de marquer le coup d'arrêt avec tous les trucs de socialistes utopiques de type anard ou conseilliste ou ce genre de choses, parce que ça nous mène juste dans le mur. Et ça nous mène tellement dans le mur qu'à côté, il va y avoir des gens qui vont être plus pragmatiques et qui vont voter, plus voter pour nous en fait, qui vont voter soit social-démocrate, soit pour certains vont voter nationaux parce qu'ils vont se dire la nation c'est un frein au libéralisme. Et on ne pourra pas leur donner totalement tort étant donné qu'on voit une social-démocratie devenir de plus en plus libérale. Voilà. Donc voilà, je vous dis, il faut vraiment expliquer à fond le processus historique, expliquer en quoi nous ne sommes pas des putains d'anards, donc expliquer en quoi nous, marxistes, nous sommes des socialistes scientifiques. Sur ce, raison et égalité, camarades, nous vaincrons.